Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'aux alentours d'1h10 ce soir, heure à laquelle vous retrouverez Taratata pour la dernière avec un spécial Lady Gaga. Mais pour le moment, c'est vous qui avez la parole au 39 21 où vous serez accueillis par Justin, dont c'est la dernière émission également ce soir, ainsi Cassiba. Et oui, Fabrice a l'air surpris. Fabrice Fougerouz réalise cette émission. Il s'est retourné vers Justin, il découvre. Ben oui, ça sent l'été, mais Justin va prendre de longues vacances là, bien méritées d'ailleurs, puisque à la rentrée, il va rentrer dans une école de journalisme. Le petit grandit, c'est comme ça. Donc. Bon, donc d'ailleurs j'ai quelques messages qui arrivent déjà au 7 39 21. Sergio qui dit ce soir c'est Justine's Day, merci pour ce tout gentil jeune homme à qui je souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Vous pouvez donc nous faire part à chaque fois que vous entendez un témoignage qui vous touche, qui vous voulez poser une question, nous faire part de vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous appeler au 39 21 pour parler avec nous en direct à l'antenne. Donc nous sommes ensemble jusqu'à environ 1h10 ce soir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et justement, c'est la fin de l'année, il y a des résultats qui tombent et de bonnes nouvelles. Linda nous a écrit pour dire, je vous avais appelé il y a quelques mois et j'avais parlé 2 fois avec vous de mon problème de confiance en moi. Je suis étudiante aux Beaux-Arts, je devais passer un diplôme. Je voulais vous dire que j'ai réussi et même que c'était vraiment bien. Vous m'avez beaucoup aidé, j'avais besoin d'encouragement et de comprendre que les autres ne sont pas contre moi. Alors merci beaucoup. C'est un chemin pour se construire. Je suis loin d'avoir fini ce chemin, mais vous avez tous contribué à cette évolution. Je vous souhaite un très bel été et tout plein de bonnes choses. Félicitations, Linda. Je me souviens très bien de vous et je pense que beaucoup d'auditeurs s'en souviennent. Bravo, bravo à vous et vraiment, la route est longue, vous êtes au début du chemin, mais vraiment savourez ce succès. On va maintenant accueillir Elisabeth. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Elisabeth. Alors vous aussi, vous êtes heureuse, je crois, ce soir-là. Oui, alors il y a quelques mois, je vous avais appelé parce que j'ai un petit peu plus de 30 ans déjà maintenant. Et donc j'avais voulu changer un petit peu d'orientation professionnelle. Et je me posais la question de savoir si j'allais préparer les écoles pour être infirmière. Et donc aujourd'hui, j'ai appris que j'avais réussi. Voilà. Aujourd'hui même donc, oui, aujourd'hui même, voilà. Donc je voulais vous remercier et les personnes que j'avais eues parce que ça m'a beaucoup aidé pour prendre ma décision et pour me mettre un petit peu au travail pour réussir ce concours. En même temps, c'est d'abord merci, mais c'est vous qui avez passé le concours, donc bravo à vous. Nous n'étions pas derrière vous. Décision. Oui, vous vous demandiez quand vous aviez appelé si c'était une bonne décision de changer de voie, changer d'orientation. Voilà, parce que ça, compte tenu de mon âge, je me posais quand même des questions par rapport à ça. Que faisiez-vous ? Vous étiez... Je travaillais dans l'administration, en fait. D'accord. Donc, ça ne me convenait pas. Pour plein de raisons, parce que c'était pas du tout ce que j'attendais. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Alors bon, je sais pas après comment ça va se passer dans les années à venir, mais donc déjà je suis déjà satisfaite d'être allée au bout de ce processus de choix, parce que c'était quand même la difficulté que j'avais de vraiment de passer le pas en me disant voilà, je vais y aller, je vais m'inscrire, je vais préparer, je vais travailler pour réussir ça. C'est toujours le moment le plus compliqué de choisir. Voilà. Souvent, donc, du coup, c'est vrai que vous m'avez beaucoup aidé à ça. Donc, je voulais vraiment vous remercier parce que ça a vraiment beaucoup aidé. Vous aviez eu des réactions ce soir-là d'auditeurs, d'auditrices ?
Oui, je me souviens plus du nom des personnes Oui, mais à la limite, peu importe, mais de personnes qui peut-être avaient fait elles-mêmes ce saut-là de changer comme ça d'orientation à un moment de leur vie. Voilà, donc il y avait une personne qui m'avait dit que c'est vraiment un choix qui était, une orientation professionnelle qui était intéressante, qu'il fallait pas que j'hésite à le faire parce que même au niveau de l'âge, ça posait pas de problème particulier. Voilà, donc parce que moi c'était vraiment ma crainte en me disant voilà, est-ce que je suis pas trop âgée pour 30 ans, là, si on est âgé à 30 ans, vous vous rendez compte? Non, mais pour recommencer des études, vous voyez, des choses comme ça. Oui. Voilà. Oui. Donc du coup, c'est vrai que ça a vraiment beaucoup aidé à faire ce pas en fait. Moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, on est amené dans nos vies à changer plusieurs fois de travail. Et donc, et parfois pas seulement d'entreprise, mais on peut être amené à faire de véritables reconversions. Voilà, et puis en plus, c'est vrai que mon travail me plaisait, mais j'avais vraiment envie de quelque chose de différent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, j'ai encore un peu de mal à réaliser vraiment. Alors ça, je comprends, puisque voilà. si vous venez de savoir que vous êtes reçu à votre concours, mais et vous n'êtes pas en train de le fêter? Là, tout à l'heure, bientôt. Ah, vous allez y aller, là? Un petit peu avant d'aller retrouver mes amis. Oui. Parce que c'est vrai que quand on choisit quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est toujours enrichissant d'être un peu entouré par les autres, parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que je vous avais appelé en premier parce que je savais pas trop à qui en parler. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et j'ai pensé régulièrement aux gens qui m'avaient dit quand j'ai des petits moments de difficulté, parce que c'est vrai que c'était un soutien pour moi. Oui. Ah, on a perdu. Oui. Non, j'ai cru qu'on vous avait perdu. Oui, c'était des. Non, vous dites, vous avez pensé souvent quand vous aviez des petits moments de doute comme ça à voilà. ces échanges qu'on avait eus. Tout à fait. Oui. Parce que c'est vrai que des fois, quand, moi, comme je travaillais, j'ai dû faire mon travail, plus après préparer ces concours chez moi le soir quand j'avais un petit moment. Donc c'est vrai que c'était un peu une année un petit peu compliquée pour moi. Et c'est vrai que dans les moments un peu difficiles, je me suis dit, effectivement, on m'avait dit ça. Et c'est vrai que ça a été quand même une grande aide. Mais c'est important d'avoir d'y repenser comme ça, d'avoir dans des moments un peu d'incertitude, d'avoir des paroles de soutien un peu réconfortantes. En tout cas, je suis très touchée que vous ayez pris la peine de nous rappeler pour nous dire que ça a marché et vraiment parce que bon, vous auriez pu dire allez maintenant ça a marché. Et évoque la galère, c'est très bien comme ça. Donc fêtez-le bien, surtout. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Et vraiment, je l'ai vraiment fait spontanément parce que ça a été vraiment important pour moi. Donc, c'est vraiment, j'ai tout de suite pensé à vous appeler pour vous le dire. Mais c'est pour ça, j'en suis vraiment touchée, Elisabeth. Et puis, c'est un beau métier, pas facile, mais vous pourrez nous rappeler, d'ailleurs, quand nous donner de vos nouvelles. On verra un petit peu comment ça va se passer. Nous dire comment se passe votre formation, comment vous pourrez, si vous le souhaitez. D'accord, avec plaisir. Ce sera avec plaisir. On vous accueillera. Mais en attendant maintenant, voilà, vous avez bien le plus dur effet, savourez bien et vous allez passer un bel été, vous, je sens. Oui, je pense que je vais passer un bel été. Oui, là maintenant, oui. Arrosez bien ce succès. Voilà, pas trop, mais avec modération, évidemment, voilà, avec modération. Je vous embrasse, Elisabeth. Moi aussi, merci beaucoup. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Bon, alors moi je vous ai téléphoné, j'ai essayé de vous joindre il y a quelques jours parce que je voulais vous apporter un petit témoignage pour vous dire que là on entend souvent dire que la société évolue bien dans le bon sens. Donc c'était par rapport à l'homosexualité et la maladie HIV.
Donc là, l'autre jour, vous m'aviez pris, j'avais été pris par le standard, et puis en fait, j'ai pas eu la force de faire le témoignage jusqu'au bout. Je me suis un peu effondré. Mais il m'est arrivé une petite expérience assez amusante que jamais j'ai encore rencontrée. Alors peut-être que vous, oui, moi, non, en tout cas. Donc, je suis homo, HIV depuis 87. Quand même, ça fait une belle durée. Oui. Et j'ai rompu, avec mes relations avec mes parents depuis, je les ai pas vus depuis 2003. Et pour quelle raison? Une famille de droite catho, bien, voilà quoi. Donc petit à petit, tant que j'étais sur Paris, ça allait. J'ai eu la bêtise de revenir dans leur région. Et alors ça, ils n'ont pas accepté, c'était la honte qui revenait, quoi. C'était insupportable pour eux. Et petit à petit, les liens se sont délités. Donc ça a fini par qu'ils ne me prennent même plus au téléphone. Ma sœur a eu un enfant, je l'ai appris par ma marraine 3 ans après. Vous voyez, bien ouvert. Et l'autre jour, en surfant sur le net, je me suis aperçu que mon parrain avait reçu une médaille. Donc j'ai téléphoné à mon parrain, avec qui d'ailleurs je n'avais plus tellement de relations, mais enfin j'ai eu mon parrain. Oui. Et alors là, la femme de mon parrain a été très surprise de m'entendre, parce qu'en fait, j'étais mort. Comment ça? Eh bien voilà, ils avaient dit, mes chers parents, à leurs amis et leur cercle proche, mais que j'étais mort. Le problème était réglé. Je n'existais plus. Ah ouais. C'est pas mal. Comment vous trouvez ça? J'ai eu un peu de mal à l'avaler quand même, je dois dire. Et là encore, c'est encore frais. Je comprends, c'est terrible d'entendre ça. Enfin, vous l'avez pas entendu de la bouche de vos parents et surtout de l'apprendre de cette façon, de cette façon-là. Voilà, c'est. Il vous l'a annoncé comme ça au téléphone, on pensait que tu étais mort. Oui. Mais comment ils ont dit que vous étiez mort, de quelle façon? Alors certainement pas de la maladie. Alors ça, je n'ai pas. Ils sont pas entrés dans les détails. Donc voilà, mort. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que... Je préfère en rire parce que pleurer, ça va, c'est fait. Voilà. Oui, non, mais c'est... il n'y a pas tellement grand-chose à en dire. Enfin non, c'est consternant. C'est très violent. C'est très violent. C'est très violent. Donc là, je digère un peu. Ça a du mal. Ça s'est passé il y a combien de temps? Vous avez appris ça Il y a une petite semaine. Oui, donc c'est encore trop frais. C'est très très frais, oui. Ouais. C'est très frais. Donc là, je sais pas. Je pense que donc voilà. Je suis un peu perdu. Il y a de quoi. Parce que il y a quelque chose de... C'est un cataclysme quand même intérieur, même si... D'ailleurs, c'est comment peuvent-ils tenir de tels propos en prenant le risque que vous reveniez dans la région, que vous repreniez contact. D'ailleurs, la preuve, vous avez eu un contact téléphonique avec votre parrain. Vous pouvez contacter votre sœur. Vous pouvez reprendre contact avec des membres de votre famille. En fait, j'avais retéléphoné à mon père, alors qu'on ne s'était pas parlé depuis 1 an et demi, il y a 2 semaines à peu près. Le coup de téléphone, c'était, on va pas dire, passé très difficilement, à la limite de l'hystérie, mon cher père. Et là, je voulais mettre les choses un peu au point parce que je voulais une dernière conversation, mettre un point final quelque part. Vous voyez, pas rester dans un flou. Et j'avais quand même le vague espoir de renouer quelque chose, malgré tout. Et en fait, j'ai compris après coup
après le coup de téléphone au parrain, que c'était pas possible du tout puisque j'étais mort. Ça s'est expliqué, je pouvais pas réapparaître. Pas qui est passé. Oui, ça explique son état, qu'il était lui dans une. Vous parlez un peu un état d'hystérie, enfin dans un état comme ça d'agitation. Il était, il ne pouvait pas entendre. Enfin, ça, finalement, votre appel l'angoissait terriblement. Ah bah oui, ma mère hurlait au téléphone de l'autre à côté, donc évidemment. Ça, mais c'était pas. Ils avaient tout le système de défense qu'ils ont mis en place s'effondre. Et ben voilà. À partir du moment où, d'une façon ou d'une autre, vous faites irruption dans leur vie. Voilà, je les emmerde vraiment, quoi. Donc, c'était leur façon à eux de C'est-à-dire, trouver une solution. On voit que c'est socialement, pour eux, ce n'est pas acceptable. Votre homosexualité ne peut pas être acceptable. Donc, la maladie aussi, hein. Le HIV. Enfin, c'est-à-dire, vous pensez... Je suis malade, mais en fait, je travaille quand même toujours. Je suis en pleine forme. C'est-à-dire 87 quand même, hein, c'est quand même, j'assiste. Je suis quand même, j'ai un peu de bouteille dans la maladie malheureusement, mais l'homosexualité plus la maladie, alors là, c'est trop pour eux, quoi. C'est pas possible. Ils étaient déjà. Ils étaient au courant de tout. Ils étaient au courant de tout, mais déjà au moment de votre... J'avais 22 ans. Oui, et au moment de votre homosexualité, quand vous leur avez annoncé votre homosexualité, déjà vous avez senti du rejet de leur part ou ça? Oui. J'avais tout préparé. J'avais passé le week-end chez mes parents. Je m'étais trouvé une voiture, donc j'avais sorti la voiture du parc, etc. Donc là, je leur ai dit j'ai quelque chose à vous dire. J'ai tout déballé. Ça s'est passé sur le coup, pas trop mal. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu une belle lettre. Comme quoi, que j'étais la honte de la famille, qu'il ne fallait absolument que ça ne se sache de personne, que c'était honteux, qu'on me mettait en garde, c'était en 85, contre les maladies qui pouvaient m'arriver, etc., etc. Voilà. Eh bien, une lettre bien sévère que j'ai gardée. Et quand j'ai appris que j'étais HIV en 87, j'ai gardé le silence et c'est ma marraine, décidément, qui est la sœur de ma mère, qui lui a appris en 1990. Et donc ma mère est montée en catastrophe à Paris, me croyant déjà à l'article de la mort. Et alors là, j'ai été un petit peu, on va dire, vengé. Je dois dire vengé. Je lui ai fait relire la lettre. Ça a été un choc pour elle. Et puis après, ça s'est jamais bien. Non, ça s'est délité. Ça a été de pire en pire. Voilà. Et puis ça s'est fini petit à petit. Donc je suis retourné dans la région. Et avec votre sœur, que j'ai déjà recouté, que j'ai de nouveau quitté, hein, d'ailleurs. Votre sœur avec votre sœur, c'est pareil? Évidemment, c'est la voix de mon père. Alors, donc là, le problème, il n'y en a pas. Elle est très proche de votre père. Oui, ça c'est pour le moins, oui. Oui. Alors, il y a Osiris qui envoie un petit message là en disant cette annonce de décès a-t-elle été faite au premier degré? Oui, parce qu'il y a le côté, il est mort pour nous, c'est-à-dire en gros, ça se dit parfois il n'existe plus pour nous. On dit, ça se dit de quelqu'un dire, ça se dit parfois je ne veux plus le voir, il est mort pour moi. Non, mais ils ont mis ma photo avec celle de mon frère qui s'est suicidé. Vous avez un frère qui s'est suicidé? Oui, le passif de la famille est assez sympathique, oui, effectivement. Mais c'est important, effectivement, la question d'Osiris, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu, officiellement, est-ce qu'il y a eu comme un faire-part de décès? Est-ce que ils m'ont mis dans le cadre des photos morts, des gens morts de la famille. Et les rares fois où la femme de mon parrain demandait des nouvelles, c'était les grandes larmes, etc., la crise, etc. Donc voilà, quoi, c'était assez clair. Oui, ça va très loin, oui. Ah oui. Donc il n'y avait pas eu de cérémonie parce que j'ai perdu la foi, donc tout s'expliquait, quoi. Donc vous étiez 3, votre frère s'est suicidé. Oui, 3, moins 1, voilà. Et il reste votre sœur. Voilà. Qui est dans le moule familial. Pour le moins, oui. Oui. Et votre frère s'est suicidé à quel âge?
c'était en 93, il avait 28 ans. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Là, c'était pas mal aussi, très... parce que quand il s'est suicidé, c'était assez laid. Encore, c'est-il possible qu'une mort soit belle, mais il s'était tranché les veines et ils m'ont fait nettoyer l'appartement. Mais là aussi, c'est d'une violence. Mais pourquoi vous faire payer de cette façon-là? Pourquoi vous? Parce que je n'ai fait... Leur grande phrase, écoutez, tu ne nous as apporté que de la déception. Voilà. C'est tout. Oui, mais enfin, c'est épouvantable il y a des moments, il y a des soirs où face à un tel témoignage, j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est d'une telle violence déjà le suicide de votre frère et vous faire nettoyer l'appartement. Enfin, on est dans une violence familiale. On est dans un grand pathos et dans une violence familiale. Il faudrait que vraiment tout le monde soit en thérapie là. Hein. Oui, alors là, ça tombe bien. Moi, j'ai pratiquement fini la mienne, donc c'est bon quoi. Ouais, mais heureusement que vous avez un lieu. Mais enfin, je veux dire, il y aurait de quoi. Mais finalement, vous vous en sortez, bien, Frédéric. Vous vous en sortez bien parce que malheureusement, votre frère, c'est terrible. Il n'a pas pu exprimer sa souffrance et il a agi. Vous êtes homosexuel, vous avez cette séropositivité, mais vous vivez avec. Mais je veux dire, c'est les plus atteints dans la famille, ce sont vos parents. Enfin, il y a quelque chose là il y a une violence. On est dans la maltraitance. C'est terrible. Ouais, ça, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a socialement, évidemment, il garde là de dire d'un enfant, il est mort. Il s'attire de la compassion. Bien sûr. Des autres, c'est-à-dire que tout est dans l'image, les apparences sont sauves. Mais alors ça, on est dans ce culte de l'apparence, du social, c'est-à-dire que, et on sait bien que derrière les belles façades se cachent bien des turpitudes. Oh que oui. Bon, et on entend là votre histoire, c'est-à-dire que mais les apparences restent sauves, et quand on rentre à l'intérieur, on est dans un enfer familial. Ah, complètement. D'ailleurs, maintenant, au moins, quand je vous disais que j'avais eu l'impression d'avoir mis un point final avec mes parents, maintenant c'est fait, il est mis le point final. Maintenant, ils n'ont pas intérêt à me demander quoi que ce soit. Je vais déménager, je me suis fait dénuméroter, c'est fini maintenant pour moi, c'est fini. J'ai plus rien à leur dire maintenant. Donc, s'ils veulent le jeu de la violence, moi je la subis, d'accord, je l'ai subi assez longtemps. Je veux plus avoir affaire à ce schéma-là. C'est fini. Vous avez pu en parler là en thérapie de ce qui s'est passé depuis cette semaine. J'avais arrêté, parce que ça fait quand même déjà un petit moment. D'ailleurs, c'est grâce à si je suis encore en vie, c'est grâce à la thérapie. Ça c'est clair et net, parce que des TS, j'en ai fait quelques-unes. Mais là, j'ai repris contact pour donner suite. Et alors là, elle était relativement effondrée quand même. Votre thérapeute ? Ouais. Oui, mais c'est. Oui, parce que là, elle avait quand même l'habitude de travailler dans ce contexte. Oui, elle connaît votre histoire familiale, votre parcours, mais que ça en aille jusqu'à ce point-là. Elle en connaît beaucoup sur mes chers parents. Oui. Alors là, elle a quand même trouvé que quand même. Ah oui, on est à un degré de violence terrible. Hein. Voilà. Oui, on voit là, on est.
Et avec certainement, comme vous dites, une apparence comme ça de l'extérieur, on pourrait, comme on dit, donner le bon Dieu sans confession, et c'est ça. Et mais c'est des gens très bien, mon Dieu. Ils font dans les associations, et ça montre que la souffrance la plus voyante n'est pas toujours la pire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des familles comme ça où c'est souvent d'ailleurs le cas où souvent il y a des signalements faits auprès des services sociaux parce que les enfants disent oh là là, il y a un peu de négligence, ou les parents il y a un peu des problèmes, on dit là la famille elle est connue, mais les enfants sont pas forcément, il y a pas forcément de la violence, il peut y avoir un peu, les parents sont un petit peu de la violence physique ou morale, mais il y a des parents qui sont un petit peu démunis, parfois un peu désemparés, un peu immatures. Et puis il y a dans certains milieux aisés, derrière, je vous dis, des façades bien honorables, où là, les services sociaux ont beaucoup de mal à entrer parce qu'on rentre pas chez ces gens-là, comme disait Jacques Brel. Mais alors quand ils ont appris que j'étais en thérapie, mais ça a été une crise. Ah ben, surtout pas, il faut pas de tiers. Mais qu'est-ce que tu parles de nous? Mais franchement, mais qu'est-ce que ces gens peuvent connaître de nous? Alors quelle horreur. Non. Mais c'était votre peau qu'il fallait sauver. Mon père ne s'est pas suicidé, donc il est mort d'une maladie du cœur. Alors vous voyez, donc. Eh oui, on ne se suicide pas non plus, c'est pas bien. Bah, non. On est des gens bien, quoi. Voilà. Mais on peut devenir. C'est pour ça que je dis, je trouve que vous vous en sortez très bien, parce que dans un tel contexte, on peut devenir fou. Hein. C'est-à-dire que ça peut mener à la psychose. Mais une de mes grandes hantises, c'est la folie, oui. Écoutez, je pense que votre thérapeute a dû vous rassurer à ce sujet. Vous avez l'air parfaitement structuré. Hein. De toute façon, si j'avais dû avoir une réaction violente, je l'aurais eu sur le coup. Vous avez quel âge? Vous avez 40, vous avez quoi Je suis 62, je suis un vieillard de 49 ans. Donc oui, si vous aviez dû développer des traits de personnalité psychotiques, ça serait oui, Frédéric. Non, je pense que non, vous revenez de loin, vraiment. Vous revenez de loin, mais non, je crois que oui, là, il faut vous protéger absolument. C'est même pas finir le chapitre, c'est carrément jeter le bouquin, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont privilégié, oui, c'est ça, les apparences. Ils sont enfermés dans. Il y a trop de choses là. Non, maintenant on peut plus. Il y a quelque chose. Ils ont construit ils ont verrouillé, ils ont construit un tel système de défense où mieux vaut un enfant mort, parce que ça suscite de la compassion, qu'un enfant qui n'est pas pour eux dans leurs normes à eux. Donc, d'une certaine façon, d'un point de vue symbolique, vous n'étiez pas. Eux avaient à faire le deuil. On aurait pu dire symboliquement. Oui, le deuil, ils auraient pu faire un travail psychiquement du fils. Alors on va dire, selon leurs attentes, hétérosexuels. Donc qui pouvaient se marier, on va dire, leur donner des petits enfants. Vous voyez, je vais m'inscrire dans leur schéma. Mais ça peut être un travail. Peut être un travail qu'ont à faire les parents d'un enfant homosexuel. C'est un travail psychique qu'ils ont à faire. Donc il peut y avoir un deuil psychique à faire. Donc ils sont dans l'incapacité de faire ce travail psychique. Donc ils sont dans une réalité, ça montre qu'ils ne mentalisent rien, vos parents. Il y a aucune mentalisation finalement, on est dans la brutalité comme ça, on ne peut pas faire, on se construit un système de défense, on fait le deuil de notre fils est mort. Oui, mais je crois que, oui, tout à fait, c'est complètement ça. Mais je crois qu'ils auraient quand même mieux réagi si j'avais simplement assassiné une petite vieille pour lui prendre son sac. Oui, ça équivaut effectivement pour eux comme si c'était du même ordre, d'un crime. Voilà. Donc, voilà. Vous avez pris contact parallèlement à votre thérapie en individuel, peut-être avec des associations, parce que, Non, style aide, etc. Non, je pense à des associations style contact. Non, je ne connais pas. Vous connaissez pas? Non. Ou parfois il y a des
il y a des entretiens individuels aussi, mais il y a des groupes de parole. Non, mais en fait, je crois Vous que n'en ressentez pas le besoin. J'ai passé ça, j'ai plus besoin. Non, là, j'ai eu un coup quand même. Il a fallu que j'assume encore. Attendez, comment ne pas... Donc, ça a été un peu ardos. Mais là, bon, maintenant, ça va se remettre en place. Il n'y a pas de souci, mais j'ai pas... Bon, déjà, le fait de communiquer sur Europe, c'est déjà pas mal. Donc, un groupe de parole, non, ça me branche pas trop. Non. Non, parce que j'en ai... Vous en parlez, oui, vous avez ce lieu où vous pouvez parler avec votre thérapeute. Voilà. Je reçois des messages pour vous. Il y a Monica qui dit « Je suis bouleversée par ce témoignage. Quelle famille, comment se conduire ainsi avec ses propres enfants ?» Il y a Eridan qui dit « Je ne sais pas si vous êtes vraiment mort pour vos parents, mais j'ai bien peur que vos parents soient morts pour l'espoir. Courage à vous. » Il y a Kiwi qui dit « J'ai du mal à croire qu'il y ait autant de violence, d'inhumanité des parents pour leurs enfants. C'est affreux, incompréhensible. » Là, j'ai pas tout dit. Alors, donc... Mais oui, mais on a du mal à penser, mais il y a des parents qui n'ont de parents que le mot. Oui. Hein, qui ne savent pas être des parents. D'ailleurs, c'est ce que dit Colombe. Ces parents ne connaissent pas le mot parent, c'est-à-dire amour, aide, protection pour leurs enfants. Courage, Frédéric. Surtout, fuyez de la même ville. Oui, ça c'est vraiment indispensable. Et puis il y a Julien qui dit c'est un véritable procès de l'Inquisition. Ça ressemble à cette période-là. C'est consternant. Il y a Léo qui dit ils disent j'ai du mal pareil qui est consterné et qui dit vous faire passer pour mort. Vous devriez contacter votre famille pour dire que vous êtes vivant. Non. Vous ne voulez pas rentrer dans ce... Oh non. Oui. Là, une des choses à laquelle j'ai pu penser, c'était de faire un changement de nom. Carrément. Oui, c'est-à-dire ne plus être associé, rompre la filiation. Voilà. Alors, je ne peux pas changer de prénom parce que j'aime beaucoup mon prénom. Oui. Donc, ça m'embêterait de changer mon prénom. Puis, de toute façon, de changer de prénom, c'est encore plus difficile que de changer de nom. Mais éventuellement, changer de nom, ça ne me dérangerait pas. Histoire de... Voilà. Le cordon, là, serait définitivement rompu. Mais enfin, là, Alors, il y a Michel qui a appelé le standard en disant qu'il trouve que je suis un peu trop violente avec les parents, que j'ai pas leur version, mais même s'il compatit complètement avec vous, Michel ajoute, mais il dit il y a des choses qu'on ne sait pas, pourquoi ne s'entendent-ils plus ? Écoutez, moi, j'entends quand même, il y a quand même... bien sûr qu'on a toujours, et dans cette émission, on a toujours une version, mais quand on arrive à un tel stade et que des parents puissent dire de leur enfant qu'il est mort, et que c'est pas simplement des paroles... comme ça déjà, même si c'était des paroles symboliquement, c'est très fort parce que nous sommes des êtres de langage et les mots ont un poids très. Les mots peuvent tuer aussi symboliquement. Quelqu'un peuvent ravager intérieurement. Donc oui, évidemment, là, j'ai une position très dure vis-à-vis de tels parents qui n'ont de mots qui ne se comportent pas réellement en tant que parents. Parce que autant des parents qui, au début, par rapport à l'homosexualité des enfants, ont des difficultés ou c'est compliqué parce qu'il peut y avoir un deuil à faire par rapport aux attentes ou bon, il faut donner du temps. On en a parlé souvent sur cette antenne. Mais de là à déclarer leur enfant mort, là on passe clairement dans un autre registre. Alors d'ailleurs, il y a un message qui arrive qui dit quelle violence, quelle perversité de la part de vos parents, c'est terrible. Votre force, c'est d'avoir surmonté toutes ces épreuves. Quel courage. Merci, mais je suis relativement. Ah oui, non, mais vous êtes, il y a énormément de force en vous. Et il faut, mais il en faut, de toute façon. Autrement, on résiste. Oui. Pas. Vous êtes entouré. Vous avez un compagnon. Vous avez des amis. Vous avez. J'ai des amis, 2 compagnons, je n'en ai plus. Et puis c'est bon, j'en ai eu 3 qui sont morts, donc ça va. Je peux plus là, c'est fini là. Vous pouvez plus. Non, ça c'est trop. Je peux pas tout gérer non plus. Donc déjà, c'est peut-être égoïste de ma part, mais je m'occupe de moi, quoi. Voilà. Oui, c'est important.
Oui. Prendre soin de vous. Hein. Voilà. Donc, non, mais autrement, moi, tout va bien. Hein. J'ai une vie normale. Hein. À part ça. Mais vos parents sont dans un... Il y a quelque chose, ils se sont blindés, ils ont construit un système de défense hyper rigide. Et donc, vous ne pouvez pas, pour le moment, les atteindre. On ne sait pas. Peut-être. Quand vous dites rigide, vous ne savez pas. En même temps, vous savez, on ne peut jamais. Là où je rejoins Michel sur un point, c'est qu'il peut y avoir. Quel âge ont vos parents ? Ils sont 36 et 39, donc ils sont pas aussi vieux que ça. D'accord. Mais, alors, on ne sait pas ce qui peut. Non. Alors, on ne sait pas. La vie peut. Il peut y avoir des événements de vie qui peuvent à un moment les faire un peu vaciller, qui peut. Parce que là, ils ont déjà quand même pas mal vécu, mes chers parents. Malgré tout. Oui. Donc là, qu'est-ce qui peut leur arriver de plus ? Quelque chose qui les remettrait en question, eux, la maladie, des choses. À eux ? Oui. Ah alors là, si c'est leur maladie, qu'ils se démerdent maintenant. Alors là, je suis méchant, mais... Non, mais c'est pas de la méchanceté, ça se comprend que vous réagissiez comme ça. C'est la réaction, là. Bien sûr, on peut comprendre, bien sûr. Non, mais on entend tout à fait et on comprend. Il peut y avoir, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais quelque chose qui pourrait à un moment, les atteindre, les faire réfléchir, quelque chose dans leur environnement. Là, vous êtes plus optimiste que ma psy. Oui, votre psy, elle connaît mieux l'histoire. Hein. Donc, elle connaît votre histoire. Elle n'est pas optimiste. Non, là, elle considère qu'à la rigueur que c'est plutôt bien ce qui est arrivé parce que malgré la violence, encore une fois, ça finit quelque chose. Voilà. Oui, que finalement, c'est ce qui va vous permettre de ne plus être en attente. Voilà. Parce que malgré tout, de loin en vous loin, restiez ça en me attente. manquait un peu. J'étais quand même encore un peu demandeur maintenant. Vous aviez, puisque vous aviez contacté votre père il y a peu. Oui, donc là, c'est peut-être ce qui va vous permettre. Bon alors, moi écoutez, elle vous connaît, elle connaît votre histoire. Hein. Moi, je n'en ai qu'une bribe là à un moment donné. Hein. Donc c'est à elle qu'il faut faire confiance. Oui. Tout va bien se passer. Un dernier message de First Lisa qui dit: je trouve vraiment Frédéric très émouvant. Vos parents ne vous méritent pas. C'est vous qui êtes dans le vrai. Vous devez avancer, les oublier. Je pense bien à vous. Merci beaucoup. Ça, c'est très gentil. Vous pourrez nous rappeler, si vous le souhaitez, Frédéric, nous donner de vos nouvelles. Écoutez, si vous êtes encore à l'antenne l'année prochaine... Je serai à l'antenne l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, là, je vais avoir un cap assez difficile à vivre. C'est que je vais arriver à mes 50 ans et j'aurai passé 25 ans sans HIV et 25 ans avec. Oui. Et ça, psychologiquement, c'est une barrière un peu bizarre. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous pourrez, si vous le souhaitez, peut-être ça sera en parler. Un autre témoignage. Oui. D'ici là, prenez soin de vous. Ok, aucun problème. Au revoir Frédéric. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute Marie. En fait, la question que je vais poser, en fait, elle est simple. Dois-je partir ou dois-je rester ? Dois-je encore espérer que la relation que je vis a une possibilité d'évoluer ? Voilà, donc je vais essayer de tracer très rapidement le schéma de cette relation. Il y a donc une douzaine d'années, après une séparation avec le père de mes enfants, qui était mon mari, extrêmement pénible, j'ai rencontré un homme qui lui-même était divorcé depuis de nombreuses années, depuis plus d'une quinzaine d'années, qui avait eu une relation avec une dame, mais que ça s'était pas bien passé, donc qui était tout seul en fait depuis 7 ans. Et j'ai eu l'impression que dès le départ, nous nous sommes choisis par défaut l'un et l'autre, nous avions quand même des points communs, nous avons des points communs, une bonne éducation, entre guillemets, un niveau intellectuel correspondant, donc des sujets de conversation dans différents domaines, ayant une culture très convenable, un sens de la moralité, un sens de l'éducation des enfants, enfin des lignes générales de vie qui correspondaient.
Néanmoins, nous avions des différences assez spectaculaires aussi. Je suis quelqu'un de très jeune, de très dynamique, très jeune de caractère, entendons-nous, très dynamique, très vivante, qui aime danser, qui aime aller au théâtre, qui aime aller au cinéma, qui aime discuter. Et j'avais un homme qui était assez taciturne, qui est extrêmement maladroit. Garer une voiture, c'est tout un problème. Donc il n'y a pas que les femmes qui ne conduisent pas très bien. On a trouvé un homme au moins. Absolument, les moindres petits gestes de la vie quotidienne, c'est toute une histoire. Il faut dire 5 fois où sont les cuillères, où sont rangées les fourchettes. Ça n'a aucun intérêt. Il ne s'implique dans aucune formalité, aucune contingence du quotidien. Et bon, tout ça dès le départ, ça me froissait beaucoup. Néanmoins, nous nous retrouvions sur une grande complicité au niveau des voyages, ayant une très grande curiosité intellectuelle l'un et l'autre. Et nous nous retrouvions aussi dans une complicité du lit, nous allons dire d'une façon très, très pudique, très forte. C'est important. Donc il n'est pas maladroit partout, cet homme. Absolument pas, et très satisfaisante. Néanmoins, cette relation, ces moments de lit étaient entachés néanmoins d'un manque d'expression qu'une femme aime entendre, d'expression affective, d'expression de tendresse. Les gestes étaient très tendres, mais il n'y avait pas la parole qui accompagnait. Et pour moi, c'était une grande frustration, étant très romantique. Et dans le quotidien, il n'y avait jamais non plus ou vraiment très rare, ou exprimé d'une façon très fruste et très primaire, une expression de tendresse. On aurait pu dire que, et lorsqu'on en parlait, il me disait qu'il était plutôt dans une relation amoureuse, d'amitié amoureuse. Voilà. Mais tout ça aurait pu très bien se passer, aurait pu perdurer peut-être si je n'avais pas fait des allers-retours. C'est-à-dire que je partais 3 mois, pour une raison ou une autre, je revenais. Je reprenais la main parce que je pense que c'est un homme qui a de la difficulté à contacter d'autres personnes, d'autres femmes, à rentrer. Ce n'est pas quelqu'un qui a le contact facile, donc rencontrer d'autres femmes est très difficile pour lui. Et puis tout de suite, je pense que les femmes se rendent compte que c'est quelqu'un qui a les quelques insuffisances dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que tout le positif, tout le côté du personnage ne frappe pas au premier abord. Voilà. Donc, et là, au moment où j'en suis, là, c'est un peu difficile parce que je suis partie 6 mois. C'est-à-dire le 1er janvier, j'ai décidé de partir. Et je l'ai recontacté le 1er avril en disant voilà, coucou, je suis de retour, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il a essayé de recontacter par le biais d'un site ou peut-être de petites annonces, j'en sais rien, d'autres personnes, et ça ne s'est pas bien passé. Il n'a pas eu de succès dans ses démarches. J'ai essayé moi aussi d'ailleurs, et sans succès. Donc on a l'impression qu'on reprend l'un et l'autre par défaut, une fois de plus, mais par un défaut qui s'est encore accentué par une demande, parce que la solitude c'est détestable, et puis en même temps on a le souvenir que nous pouvons partager certaines choses. Mais là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressentiment, même dans les moments de très grande intimité corporelle, il y a de très grands ressentiments. Et certainement, je suis oui. très mal à l'aise dans cette relation. Donc j'avais envie d'en parler. Je me demande si je dois partir d'une façon définitive, ou si je dois espérer que ça puisse évoluer peut-être. C'est-à-dire que cet homme, vous le changerez pas non plus, hein. Soit vous acceptez aussi un peu ce qu'il est, parce que vous voulez aussi, vous avez une capacité, on voit bien, à vous exprimer, très grande, une aisance, que lui n'a pas, mais il a d'autres qualités.
Donc, quand vous dites que finalement il a une certaine maladresse, vous donnez des exemples, peut-être un peu au volant. Ça, c'est pas grave. Vous dites dans le quotidien, ça peut-être que ça l'intéresse pas. Vous parliez de même être avec les couteaux, les fourchettes, les choses comme ça. Ce sont pas des choses déterminantes pour vous. Il y a des petites choses de la vie quotidienne qui semblent prendre une importance un peu démesurée. Alors après, il y a vous dites tout ce qui est de la tendresse, où vous dites ça manque de parole. Mais en même temps, vous dites que dans l'intimité et dans l'intimité physique, il se montre très attentionné, doux et tendre avec vous. J'ai peut-être embelli la chose. Je pense que l'un et l'autre, on va exprimer en adulte les choses peut-être un peu plus directes. Ce qui m'est un petit peu difficile de faire, mais enfin je vais faire l'effort de le faire. Je crois que nous aimons l'un et l'autre beaucoup faire l'amour. Bon, mais c'est important, ce lien-là. Nous avons des corps qui s'entendent très bien au niveau de l'alchimie du corps. Mais j'allais dire que moi j'ai une frustration au niveau de l'expression elle-même. Je m'attends encore et je voudrais encore que ce soit une belle relation, une relation où il y a des mots de tendresse. Mais peut-être que lui est plus comme c'est aussi beaucoup d'hommes sont plus. Il y en a qui ont plus de mal à dire des mots d'amour. Est-ce que vous lui en dites, vous? Oui. Oui, beaucoup. Est-ce que vous lui dites que vous aimeriez bien de temps en temps entendre un peu des paroles tendres, des mots d'amour? Ah oui, bien sûr. Dès le départ, je lui ai dit là, je n'ai pas ma part, je n'ai pas. Oui, vous êtes frustrée sur ce plan-là, mais bon, on peut pas non plus tout avoir, hein, Marie. Oui, je sais. Je sais parce que s'il n'y avait pas de questions, je ne vous aurais pas appelé pour en parler. J'aurais peut-être essayé moi-même de trouver la solution. J'ai l'impression que vous voulez un peu tout. Oui, aussi. Bien sûr. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que vous n'arrivez pas à vous quitter en même temps. Et c'est vrai que le problème, c'est que plus vous faites comme ça des périodes de séparation, puis des périodes de retrouvailles, vous prenez le risque à un moment de créer vraiment beaucoup de passifs dans la relation, de ressentiment, d'anxiété, d'inquiétude et de faire que cet homme se replie un peu plus dans sa carapace et il va, s'il se sent pas en sécurité, comme vous d'ailleurs, il aura encore moins envie de vous dire des mots d'amour. C'est exactement ce qu'il m'a dit lorsque nous en avons discuté récemment. Oui, forcément. Il y a 2 ou 3 jours après mon recul, après mon retour. Forcément. Il m'a dit, mais ton attitude me bride en moi toute expression. Tout est lent. Parce que chaque fois que je crois que je peux m'élancer, que je peux m'exprimer, vous arrêtez. J'ai un retour de bâton. Ça le casse. On me dit, voilà. Donc, oui, donc il y a des ruptures. Ces ruptures peuvent casser tout élan. Sachant que c'est quelqu'un qui est plus introverti. Donc, s'il se sent un peu dans la menace, dans l'insécurité, ça ne peut pas aller. Donc, il faudrait peut-être vous prendre le temps un peu de vous poser. Et puis, lui, quand il se sentira plus en sécurité, se laisserait aller. Mais là, j'ai l'impression que chacun est un peu sur le qui-vive. Donc, donnez-vous du temps avant de prendre une décision. Laissez-vous un peu vivre. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de choses que vous avez en commun. Laissez peut-être une chance à cette histoire quand même. Bonne chance, Marie. Au revoir.
rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'aux alentours d'1h10, heure à laquelle vous retrouverez la dernière de Taratata pour la saison, pour un spécial Lady Gaga. Mais pour l'heure, vous avez la parole au 39 21 pour nous faire part de tout ce qui a trait à votre vie. Vous pouvez également réagir à tous les témoignages que vous entendez à l'antenne en appelant ce numéro. Vous pouvez aussi le faire par courriel sur le site europe1.fr. C'est ce qu'ont fait Camille et Marie qui voulaient rebondir sur le témoignage très fort, très poignant de Frédéric, donc Frédéric qui est homosexuel, séropositif, et qui a appris il y a une semaine que ses parents avaient dit qu'il était mort aux membres de sa famille et à leurs amis. Marie dit: j'ai pris en cours de route le témoignage très émouvant de Frédéric. Quel courage et quelle clairvoyance sur ses parents, entre guillemets. Il faut se dire qu'on ne choisit pas ses parents et en tant qu'enfant, nous ne pouvons pas tout accepter. Le changement de nom dont parlait Frédéric est une très bonne idée. Il faut prouver sa différence avec ces gens-là et la nommer haut et fort. Bon courage à lui, qu'il poursuive son combat pour la vie, pour sa vie. Camille dit: je viens du même type de famille, que Frédéric. Moi, j'ai eu des réactions du même genre quand j'ai divorcé. En beaucoup moins grave, bien sûr. Tout mon soutien à Frédéric, courage à lui. Des réactions aussi qui arrivent au 7 39 21 pour Marie qui avait une relation avec un homme où elle partait, elle revenait, elle se demandait si elle devait définitivement partir ou rester dans cette relation. Donc elle disait que cet homme avait du mal à manifester sa tendresse par des mots, mais qu'en même temps il y avait une très bonne complicité entre eux, et notamment une très bonne complicité sur le plan de l'intimité sexuelle. Yves dit: n'est-il pas plus important de recevoir l'amour par des actes que par des paroles, que Marie y pense? Et puis également, c'est le point de vue de Lune de Miel qui dit: l'alchimie des corps dont parlait Marie est quelque chose de précieux. Ève, qui s'y connaît forcément avec un prénom pareil, dit: pas toujours besoin de mots, l'amour se lit dans le regard, surtout pendant l'acte sexuel, nous dit Ève. Et nous allons maintenant accueillir Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour une rupture qui est très très difficile pour moi, mais avant il faut que je m'excuser si des fois j'ai du mal à parler. Mais je vous en prie, vous êtes tout excusé d'avance, mon cher Michel. Je veux raconter un peu ma vie avant de raconter ma rupture. J'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. Suite à ça, j'ai eu un handicap de la parole qui m'a, empêché de parler jusqu'à 8 ans, où je parlais pas, juste avec les signes de sourd et muet. C'est grâce à ma mère et à une orthophoniste que j'ai pu reparler. Suite à mon handicap, j'ai eu des grandes difficultés scolaires et des moqueries. Quand mon père est mort, on était 5 garçons. Ma mère ne travaillait pas, avec des problèmes d'argent et tout ça. On a eu des grands moments de galère. Ma mère a eu 2 graves accidents et moi et mon petit frère, on a été placés. À l'âge de 25 ans, j'ai eu un coup de foudre. C'était pour moi la femme de ma vie. On a passé 15 ans avec des moments difficiles, et comme dans chaque couple, des moments difficiles et des moments heureux. Et il y a 1 an, elle m'a quitté à cause de moi, à cause de mon comportement, parce que j'ai plus ou moins 2 personnalités, une bonne, une méchante. Et je suis la bonne devant le monde que je connais pas, l'extérieur, et je suis un peu méchant verbalement, pas physiquement, verbalement avec les gens de ma famille. Et puis j'ai fait une grande dépression parce que j'ai acheté une maison et j'ai voulu tout faire tout seul pour prouver à mon père que
malgré mon handicap de la parole, malgré les difficultés que j'ai eues à l'école, malgré les moqueries qu'on me disait que j'étais fou parce que je parlais pas du tout, j'ai voulu montrer que j'ai pu faire quand même mon chemin. J'ai eu 2 jeunes enfants, ma fille qui a 6 ans et mon petit qui a 3 ans. Et j'ai voulu prouver à mon père et à mon ami que je pouvais faire, malgré mon handicap, une maison et tout ça. Et j'ai fait une grande dépression et elle l'a pas supporté. Il y a 1 an, elle m'a quitté et j'arrive pas à supporter. J'ai fait des choses, j'ai été voir des marabouts, j'ai été voir des voyantes, j'ai perdu de l'argent, voir des voyantes par téléphone. J'ai plus ou moins harcelé par téléphone pour qu'elle revienne et elle revient pas. J'ai même plus ou moins tenté à ma vie, mais j'ai pensé à mes enfants. Je sais ce que vivre sans un père, je sais ce que ça fait. Alors au dernier moment, je l'ai pas fait. Mais que s'est-il passé avec elle? Parce que quand vous dites vous avez 2 personnalités, une bonne et une méchante, vous êtes méchant avec les gens de la famille, que s'est-il passé avec elle? Vous dites elle est partie à cause de vous, que s'est-il passé? C'est-à-dire, des fois, j'avais des comportements à l'arrivée de son travail, je parlais pas du tout. Dès qu'elle disait un mot, j'étais agressif. Mais pourquoi, je sais pas, j'aurais dû faire un travail avec un psy, je sais pas, c'est peut-être dû à ma jeunesse où j'en ai tellement vu. Mais c'est très présent, oui, vous commencez d'ailleurs par ça, par en parler, vous restez très marqué par cette histoire. Malgré que j'ai eu une jeunesse heureuse grâce à ma mère, parce que malgré les peu moyens qu'elle a eu, elle s'est toujours battue pour qu'on puisse partir en vacances, qu'on puisse essayer d'avoir une vie comme chaque enfant, mais ça a été très difficile parce que elle a jamais voulu reprendre quelqu'un et avoir 5 mineurs et pas beaucoup d'argent et quand même plus ou moins nous élever, c'est beau. Mais j'étais tellement marqué par ma jeunesse que je sais pas, j'ai voulu et c'est vrai, j'ai eu 2 personnalités, une bonne où tous les gens qui me connaissent, mes amis, diraient oui, je suis un joyeux luron et tout ça, mais ma famille disent attention, c'est pas le bon Michel que... Je m'exprime mal, excusez-moi. Mais... Non, vous vous exprimez très bien, justement. C'est-à-dire que vous restez très marqué par cette mauvaise image que vous avez de vous-même, par cette enfance, par ces moqueries que vous avez subies du fait que vous aviez ces problèmes de langage, et dès que l'on est différent et dès que l'on ne peut pas s'exprimer, c'est terrible parce que vous aviez gardé en vous aussi toutes ces émotions, tout ce qui vous faisait souffrir, que vous ne pouviez pas exprimer, et vous avez, c'est comme si vous aviez le sentiment aujourd'hui d'être toujours, peut-être encore ce petit garçon, alors que depuis que vous vous exprimez et à l'antenne, or c'est compliqué de s'exprimer publiquement. Vous le faites sans aucune difficulté. Alors, plusieurs fois j'ai essayé de vous appeler, puis au dernier moment j'ai raccroché, puis ce soir je suis tout seul, parce que là je suis retourné chez ma mère, à 42 ans, vous voyez, il n'y a pas d'âge. J'ai dit ce soir il faut que j'essaye, et puis ça y est, c'est... Alors, justement, vous dites, vous avez perdu votre père et vous dites, à ce moment-là, vous avez eu un handicap de la parole. C'est-à-dire que vous êtes mis à ce moment-là à ne plus parler? Plus du tout. Oui, mais c'est lié à un traumatisme. Oui, suite à mon... C'est lié à la perte au décès de votre père. Ouais. Et là, je subis comme un deuxième abandon, parce qu'elle m'a pris, comme parce que je fais beaucoup de fautes d'orthographe avec j'ai des fois du mal à parler, elle m'a pris comme je suis, et j'ai pas su la rendre heureuse. Ces derniers temps, Ces derniers temps, ça ne veut pas dire que ça a toujours été le cas. Non, c'est ces derniers temps. Michel, voilà, il ne faut pas non plus... vous l'avez connu, vous aviez 25 ans, vous en avez aujourd'hui 42, donc il ne faut pas dire que toute l'histoire n'a pas été belle. C'est ces derniers temps. C'est ces derniers temps, ouais. C'est suite à la maison, je pense que en parlant poliment, j'ai pété un plomb et je voulais même faire le déménagement tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a quelque chose, vous vouliez
prouver, vous dites à votre père que vous étiez capable de faire quelque chose. Pourquoi c'était revenu aussi fort chez vous, ce besoin de montrer que vous n'étiez pas handicapé? Je sais pas. Est-ce que c'est au même âge ou parce que à 40 ans il est mort? Est-ce que c'est au même âge ou je sais pas. Mais oui. C'est mon fils à 3 ans. Moi à 3 ans, je sais pas. Il y a plein de trucs qui fait que. Mais oui, c'est très important ça. Oui. Vous vous rendez compte, je voulais faire même le déménagement chez moi tout seul. Et j'ai perdu. Vous avez été rattrapé par votre histoire. Ouais. Oui. C'est pas, on est tout sauf dans la coïncidence de date là. Votre père est mort à 40 ans. Vous arriviez, vous, à 40 ans. L'âge où c'est toujours très compliqué quand on a perdu un parent prématurément, d'arriver à l'âge du décès de son parent et donc de dépasser son parent. Il n'y a plus de référence, c'est-à-dire qu'on va le dépasser. On n'a plus de point de repère là, avec une angoisse aussi sourde, peut-être que l'histoire se répète. Et vous avez un petit garçon de 3 ans, l'âge que vous aviez, vous, quand vous avez perdu votre père. Et à ce moment-là, ça, émotionnellement, vous avez été complètement rattrapé par votre histoire d'enfant. Ouais, et puis je sais pas pourquoi j'avais ces comportements-là, parce que. Mais si. Je vais pas le dire son prénom parce que je garde. Mais elle a toujours été là pour moi et pendant 15 ans, hein, parce que moi, au départ, quand elle m'a connu, j'avais des gros problèmes financiers. Elle m'a tout de suite aidé et je l'ai pas aidé là-dessus parce que moi, l'argent, c'est pas ça pour moi le plus important. Le plus important, c'est la famille parce que voilà, avec tout ce que j'ai connu, les problèmes d'argent, tout ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas ça le plus important. C'est une question humaine qui est importante. Bien sûr. Et elle m'a pris comme ça. Et si je suis arrivé à ce niveau-là, si j'ai un boulot, si j'ai des beaux enfants, c'est grâce à elle. Et ben voilà, j'ai tout perdu. Et quand elle m'a quitté, j'ai subi comme un deuxième abandon. Oui. Donc, mais c'est ce que vous avez vécu quand vous parlez de deuxième abandon, c'est ce que vous avez ressenti tellement fort quand vous étiez petit. Et justement, tellement fort que vous avez arrêté de parler. Et c'est les enfants qui s'arrêtent de parler après un traumatisme, c'est souvent pour eux une façon de revenir à l'époque d'avant le traumatisme et donc avant la souffrance. Et là, le problème, c'est, vous me dites, vous avez été prise en charge par un orthophoniste. Alors, oui, parce c'est que bien. Ma mère, elle a fait plusieurs médecins, et les médecins, même à Paris, lui ont dit que je ne reparlerai jamais. Et ma mère, qui a un fort caractère, elle a tout fait pour que je reparle, et c'est grâce à une orthophoniste, Madame Dufour, pour la citer. Jusqu'à l'âge de 18 ans, grâce à elle, j'ai pu reparler. Il n'y a pas eu à côté un travail de thérapie? Je sais pas j'étais suivi, parler. Mais pas. J'aurais dû être plus suivi, plus. Parce que si vous voulez, les orthophonistes sont formés à rééduquer les difficultés de langage quand le langage est là, et c'est un travail technique qui est fort utile à certains enfants. Mais il faut comprendre ce qui motive un retard de langage, une absence ou un arrêt tout d'un coup de langage. Donc, si vous voulez, il faut s'occuper des causes. Et sinon, le symptôme risque de se déplacer. Et c'est vrai qu'on peut finir par faire parler un enfant. On peut finir aussi par le faire lire. Mais ce qui est important de comprendre, et en l'occurrence, on l'entend bien dans votre témoignage, c'est pourquoi là, tout s'est arrêté. Alors en plus, 3 ans, c'est un âge où on est quand même dans le langage encore, on est dans les débuts du langage, hein, donc ça aurait été particulièrement important que soit pris en compte la dimension du décès de votre père.
travailler la question de comment vous l'avez ressenti, cet abandon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de handicap, il y avait plutôt un traumatisme, même si après ça vous a handicapé. Et beaucoup dans votre relation aux autres enfants, ça vous a handicapé socialement. Dans l'image que vous aviez de vous-même, c'est-à-dire que ça vous a dévalorisé. Oui, et puis j'ai mis le rôle de mon ami, de ma compagne, je l'ai mis un peu le rôle de... Parce qu'elle est supérieure au niveau des diplômes et tout ça, je l'ai mis un peu un rôle d'un père aussi. Et des fois, elle me le disait, et elle a pris un rôle de... C'était souvent le moteur, moi j'étais l'essence, mais des fois, elle aurait voulu que ça soit le contraire. Et ma jeunesse m'a suivi dans ma carapace d'homme, de toute façon. Mais il n'est pas trop tard pour aller parler de ce que vous ressentez aujourd'hui, Michel. Non, je suis suivi. J'étais 3 mois et demi parce que cette rupture m'a vraiment. Oui, a dû beaucoup. J'étais 3 mois et demi en clinique. Oui. Parce que ça vous a fait replonger. Oui. Non, parce que ce qui est dommage, c'est que j'ai pas su, même si ma mère elle a tout fait pour moi, mais j'aurais dû être suivi et ça m'aurait évité de faire certains comportements et ça se trouve on sera encore ensemble. Vous ne pouvez pas refaire l'histoire. Non, je sais. Je sais. L'important, c'est aujourd'hui que vous puissiez voir. Il est important de vous concentrer maintenant sur ce que vous pouvez changer en vous. On peut pas, vous pouvez pas refaire le passé. Vous ne pouvez pas intervenir dessus. Non, vous pouvez, en revanche, vous avez un pouvoir d'action sur votre présent et qui va vous aider dans votre avenir. Donc c'est vrai que là vous vous rendez malheureux en disant ce que j'aurais pu faire, mais après tout, parce que vous vous rendez malheureux parce que vous vous rendez coupable de l'échec de votre relation. Voilà. Mais oui, mais je pense que tout n'est pas aussi simple que ça, parce que votre je ne connais pas votre ex-femme, mais elle aurait pu, elle connaissait votre histoire aussi, après tout, vous dire, bon là, on est vraiment sur une pente extrêmement dangereuse. Elle m'a donné des alertes. Oui. J'ai pas su... Bon. Elle m'a donné des alertes, elle m'a dit, attention, là, mais j'ai pas su... Ou est-ce qu'elle me l'a pas donné assez profond, je sais pas, mais j'ai pas su les prendre. Bon. Oui, je sais, je la défends tout le temps. Mais... Oui, parce que c'était une protection pour vous. Donc vous vous sentez extrêmement vulnérable maintenant. Et c'est pour ça que c'est encore un peu compliqué pour vous d'envisager l'avenir, parce que vous vous sentez démuni comme lorsque vous étiez enfant. Mais aujourd'hui, vous pouvez... vous n'êtes plus un enfant. Vous pouvez arriver à vous prendre en charge plus que vous ne le pensez. Parce que quand vous étiez enfant, vous vous êtes senti terriblement abandonné lorsque votre père est décédé, même si évidemment lui aurait préféré rester auprès de vous. Mais en tant que petit enfant, vous ne pouviez pas comprendre ça. Tout d'un coup, votre papa n'était plus là, n'était plus auprès de vous. Et puis, vous avez vu aussi votre maman, certainement très triste, toute la vie de famille s'en est trouvée bouleversée. La vie est devenue aussi très difficile. Vous me parlez, il y a eu un placement. Enfin, tout est devenu, tout votre univers s'est effondré. Donc, cette femme qui s'en va, c'est comme si aussi tout votre univers s'effondrait au point d'avoir voulu mettre fin à votre vie. Et puis, bon, vous vous dites, votre vie aujourd'hui, c'est vous qui pouvez la prendre en main. C'est-à-dire que vous pouvez vous occuper de vous, et parce que c'est pas parce qu'elle n'est plus là que tout s'effondre.
Parce que vous pouvez, ça vous donne, finalement, ça vous permet de retravailler, de travailler votre histoire et votre histoire personnelle, votre histoire d'enfant qui était un peu sur des sables mouvants. Ça va vous permettre, là où vous la mettiez dans une position qu'elle n'aurait pas dû occuper, mais après tout qu'elle a accepté aussi de prendre, un rôle de père, un rôle de protection. Elle n'est plus là, vous vous retrouvez face à vous-même. Donc face à vous-même, vous devez apprendre à faire face. À prendre un peu d'autonomie, apprendre à prendre soin de vous. Et vous allez voir que dans le temps, ça va vous aider aussi à être mieux dans la relation avec l'autre. Parce que quand on s'aime mieux, quand on est moins dépendant d'un autre, quand on se sent moins vulnérable, eh bien on est aussi plus... Quand on attend moins de l'autre, quand on est moins dans une dépendance affective, en général, la relation s'emporte mieux. Ouais. Non, mais elle s'est toujours battue, parce que moi, au départ, je voulais pas d'enfant. Parce que je voulais pas... Ben oui, ça, je comprends. Je voulais pas faire à mes enfants qui connaissent la même Vous aviez peur pour eux, qu'ils se retrouvent sans père. Surtout la première, je l'ai pas... Quand elle a été enceinte, c'est vrai que je l'ai pas, elle me l'a reproché souvent. Je l'ai pas vraiment soutenue comme quelqu'un qui aurait dû soutenir. Mais vous aviez peur. Ouais. Vous aviez peur. Mais vous voyez, je reçois un mail de Violaine qui dit « Je trouve que Michel s'exprime vraiment très bien. Il n'a pas de complexe à avoir. En tous les cas, on ne sent en aucun cas méchant. » Et c'est vrai que ça m'a frappé. Vous avez, ça c'est comme une parole d'enfant, hein, le côté méchant. Il y a encore beaucoup d'enfance en vous. Oui. Il n'a pas à se culpabiliser comme ça. Bon courage à lui. Et puis elle ajoute, Michel dit qu'il a une double personnalité. Ne serait-il pas Gémeaux, dit Violaine. Et il y a Angie qui dit, dans un couple, on n'est pas responsable du bonheur de l'autre. Pas de blâme, ni de culpabilité. Bon courage à vous, Michel. Mais j'ai un ami qui s'appelle, pour le citer, parce qu'il me soutient beaucoup, Jean-Louis. Il m'a dit que ça va me finir de grandir, cette expérience. Gardez-le précieusement, cet ami. C'est un très bon ami. Parce qu'il voit très juste. C'est ça. Il y avait, quand je dis, il y a un côté, il y a ce petit garçon qui était encore très, très triste, très malheureux au fond de lui-même. Et c'est ça, vous dites, au fond, parfois, quand on est méchant, c'est qu'on est très malheureux. Et il y a ce petit garçon très malheureux au fond de vous-même, qui a un immense besoin d'être consolé, et la thérapie va vous aider à vous consoler et à grandir. Ouais, mais je vais pas vous embêter plus longtemps, mais... vous m'embêtez pas, mais... J'avais tout, j'avais une maison, j'avais... Oui, ne pensez pas... Là, vous êtes dans... Vous avez vécu ça, vous avez une belle histoire. Pensez à vous. Vous aviez tout et en même temps, il vous manquait peut-être l'essentiel. C'est-à-dire, vous, il y avait quelque chose en vous qui manquait, qui restait inconsolable. Et non, ça, vous êtes en train de travailler là-dessus. Ouais. Vous avez raison, c'est mon père qui me manquait, de toute façon. Votre père vous manquait, oui, terriblement. Mais votre père, vous allez petit à petit l'intérioriser en vous-même et avoir moins peur. Un dernier petit message d'Ava qui dit « Vous avez tellement exigé de vous-même que c'était surhumain. Il y a de telles qualités chez vous, on les entend. C'est... chez celui... j'ai pas compris la suite du message, mais enfin voilà, c'est un petit message d'Ava. Donc, prenez soin de vous, Michel. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21
34 centimes les minutes. Des messages qui arrivent au 7 39 21 pour Michel. Cathy dit: vous avez les clés de votre histoire et vous vous exprimez vraiment très bien. Continuez à en parler. Et puis un autre message qui dit: votre histoire, c'est presque la mienne. N'oubliez pas qu'il faut être deux pour que ça marche ou pas. Laissez du temps avec la thérapie. Vous allez rebondir. On va accueillir maintenant Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir Caroline. J'ai été très touché par le témoignage de Frédéric tout à l'heure et j'étais en voiture, je rentrais chez moi. Et j'ai retrouvé pas mal d'éléments de ma propre histoire. Alors Frédéric, peut-être pour ceux qui, je vous interromps, pardon, oui, qui prendraient l'émission en cours de route, Frédéric était un homme de à peu près 45 ans qui était homosexuel, séropositif, voilà, et complètement en rupture avec sa famille. Il avait appris il y a une semaine par son parrain que sa famille avait dit à tous les membres de sa famille et à leur entourage amical qu'il était mort. Et ce n'était pas simplement symbolique, oui, c'est-à-dire qu'il figurait, il y avait des photos de lui, ils avaient dit qu'il était réellement mort. Alors j'ai retrouvé, j'ai revu un petit peu le déroulement de ma propre vie. Moi je suis de la génération de Frédéric, je vais avoir 49 ans. Et puis mes parents sont nés en 37 et 38, donc un peu de la même génération que les parents de Frédéric. Mais moi c'est pour d'autres raisons, parce que en fait mes parents m'ont pourri la vie, si je puis dire. C'est dommage de parler comme ça, mais m'ont vraiment pourri la vie le jour où je suis rentré au séminaire pour devenir prêtre. Ah oui. Et oui. J'étais employé de banque, alors j'étais le faire valoir parce que j'étais celui qui avait réussi en quelque sorte, oui, qui avait accédé à un statut social. Et puis j'ai décidé à l'âge de 26 ans d'entrer au séminaire pour devenir prêtre, parce que je sentais vraiment que c'était là que ma vie pourrait s'épanouir. Oui. Et mes 6 années d'études ont été un calvaire, en ce sens que mes parents n'ont pas arrêté de m'humilier en public. Ça a été des quolibets, des insultes, ça a été terrible. Et j'ai vécu tout ça. Vos parents ne sont pas du tout croyants ? Bon, sont de tradition chrétienne, mais voilà, sans plus. Sans plus. Ouais. Sans plus. Mais le fait que moi j'entre au séminaire, ça a déclenché des trucs. Je sais pas ce que ça a touché chez eux, mais ça a été terrible. Et vous êtes fils unique ? Non, pas du tout. J'ai 2 sœurs. Je suis le numéro 2. Je suis le 2e enfant. Vous êtes le seul fils. Et je suis le seul fils. Alors il y a des choses peut-être comme disait Frédéric tout à l'heure, parce que je n'aurais pas d'enfant qui transmettrait le nom. Je sais pas quoi. Enfin voilà. Hein. Il y a peut-être des choses de cet ordre-là. Mais ça a été d'une violence. Alors mon père, lui, s'est enfermé dans le silence. Mais le silence peut être d'une violence considérable. Oui. Donc pendant. Ah oui, il vaut mieux parfois alors ça dépend les paroles, hein, évidemment. Oui. Mais il vaut mieux parfois des paroles où on peut s'expliquer, où il y a, parce que le silence peut être chargé d'hostilité, puis c'est une négation. Oui. Donc là, ça a été le silence de la part de mon père. Et par contre, ma mère a été très violente en paroles. Elle a eu des mots très très durs. Et en 94, j'ai été ordonné diacre à Paris. Mm-hmm. Et puis 6 mois après mon ordination, arrivait mon anniversaire en février. Et c'est la dernière carte que j'ai reçue pour mon anniversaire de ma mère. Elle me faisait toute une litanie sur ma naissance. Il y avait beaucoup de neige dans cette ville de province où je suis né. Et elle termine la carte en écrivant « Comme j'aimerais que tu ne sois jamais né ». Et alors, curieusement, alors j'ai pris un uppercut. Ça m'a fait très très mal, bien sûr. Mais quelque part, ça peut paraître paradoxal, mais ça a été pour moi une véritable libération. Puisque ce jour-là, j'ai décidé, j'avais déjà choisi de répondre à ce que je pensais être ma vocation comme homme, mais ce jour-là, j'ai vraiment décidé d'être heureux. Et donc, du coup, de ne plus me laisser atteindre
Et du coup, j'ai décidé, puisque mes parents ne voulaient pas mon bonheur, de prendre mes distances pour pouvoir trouver ce chemin vers le bonheur. Et aujourd'hui, je suis profondément heureux. C'était en 94, donc le temps a passé, le temps a fait son œuvre. Il y a aussi, je reprends aussi ce qui était évoqué autour du témoignage de Frédéric. Là, ça a été pour moi un véritable travail de deuil. Oui. Puisque aujourd'hui, mes parents, je peux en parler très très sereinement, mais ils ne me manquent plus. Il ne me manque pas. Et puis je me suis reconstruit une famille, celle du cœur, auprès d'amis, auprès de parents de mon meilleur ami. Il n'y a jamais eu aucune ambiguïté, mais ils nous disent t'inquiète pas, tu es un peu comme notre deuxième fils, et nous, si tes parents veulent plus te voir, nous on est là. Et tu viens quand tu veux. Voilà. Et que je voulais faire savoir à Frédéric qu'il pouvait y avoir une vie après une telle nouvelle. J'espère qu'il vous entend. Mais moi, je suis tout à fait disposé. Je suis tout à fait disposé, si ça peut lui rendre service, qu'on lui communique mon numéro de téléphone s'il veut que nous en parlions. Parce qu'on sent beaucoup de sérénité dans votre voix et on sent qu'il y a effectivement un détachement. On sent que ça ne vous atteint plus. Parce qu'on sentait, et c'est normal, Frédéric, ça date il y a une semaine qu'il avait appris, donc c'est d'une violence inouïe. Il faut du temps. Il dit, je suis en train de digérer. Et je comprends, comme vous dites, très bien ce que vous dites, que ça a pu avoir à long terme un côté libérateur. Moi, ça m'a libéré parce que je relis un petit peu toute mon enfance et toutes les relations que j'avais avec mes parents. Il y a quelque chose derrière. Ça n'arrive pas par hasard, ça. En fait, il n'y avait pas de relation. En fait, jusqu'à l'âge de 32 ans, jusqu'à ce que se produise cette rupture, jusqu'à l'âge de 32 ans, en fait, je n'étais pas reconnu comme fils, puisque de toute façon, j'avais pas droit au chapitre. Non, il fallait que vous pouviez exister, mais seulement en fonction de ce qu'ils voulaient. Voilà, en fonction de ce qu'ils voulaient et qui pouvaient les promouvoir eux. Voilà. Oui, flatter leur narcissisme mais finalement vous n'étiez pas reconnu en tant que tel. Il fallait que je sois le fils qui s'occupe d'eux. Et ils ne supportaient pas que je m'épanouisse en m'occupant des autres. Alors c'est vrai que oui, c'est très juste, oui, ça aussi ce que vous dites, puisque du coup par la voie que vous avez choisie, vous vous occupez des autres. Voilà, puis c'est un peu mon charisme, c'est d'accueillir, d'écouter, d'accompagner en fait des personnes qui sont blessées par la vie et parce que j'ai traversé ça aussi quelque part et donc j'ai cette capacité à écouter, à comprendre, à compatir. Et voilà. Oui. Je pense que oui, ce cheminement, pourquoi à un moment cet appel que vous avez ressenti n'est pas venu par hasard aussi. Je pense, oui. Oui. Et pour vos parents, il y a dû y avoir quelque chose, vous n'étiez plus disponible pour eux. Mais oui, parce que moi j'ai ma sœur aînée qui a 50 ans. Elle commence tout juste à sortir de ce genre de relation avec les parents. Parce qu'elle, comme elle est célibataire et sans enfant, eh bien, elle s'est toujours laissée conduire en fonction de ce que eux voulaient. Et elle en a beaucoup souffert et elle a quelque part, elle a loupé des belles histoires, quoi. À cause de ces relations très... Oui, en voulant être l'enfant un peu qui est dans le cadre le modèle, parce qu'on veut plaire à ses parents, parce qu'on veut être aimé d'eux. Et c'est vrai que parfois on passe à côté de sa vie. Mais on veut être aimé d'eux, mais... À quel prix parfois ? À quel prix ? Jusqu'où c'est de l'amour ? C'est une bonne question. C'est sans doute beaucoup de maladresse aussi. Et aujourd'hui... l'enfant n'appartient pas, c'est ce que beaucoup de parents ont du mal à réaliser, c'est-à-dire que l'enfant ne leur appartient pas.
C'est-à-dire à partir du moment où il vient au monde, je dirais même dans le ventre de sa mère, le bébé se développe. Bien sûr qu'il a besoin de sa mère pour se développer, mais il est déjà un autre. Absolument. Donc c'est important la vie se transmet. On dit on donne la vie se transmet. Donc c'est déjà un autre. Et après, beaucoup de parents se comportent comme si leur enfant leur appartenait. Et il y a beaucoup de malentendus et de problèmes éducatifs, de problèmes relationnels qui partent de là. Et vous avez raison, comme s'ils avaient des droits sur eux. Oui. C'est terrible. Il y a une question de Catherine auquel je ne sais pas répondre, mais vous allez pouvoir répondre, qui dit: un diacre ne peut-il pas vivre en couple et avoir des enfants? Alors, le sacrement de l'ordre, il y a 3 degrés. Alors pour partir du premier, donc il y a l'ordre épiscopal, l'ordre presbytéral et l'ordre diaconal. Et donc quand on est appelé au ministère presbytéral, quand on est appelé à être prêtre, on passe par le degré diaconal. Et donc l'ordination diaconale nous engage, nous, dans le célibat. Mais par contre, depuis le Concile Vatican II a remis le diaconat permanent en avant, et donc aujourd'hui, on peut appeler au diaconat des hommes qui sont déjà mariés. D'accord. Mais ils restent dans cet état-là et ne seront jamais prêtres dans l'Église catholique. D'accord. Voilà. Oui. D'accord. Mais non, sur le chemin de la prêtrise, sur le chemin du sacerdoce, on passe par le diaconat. Très bien. Donc après mon ordination diaconale, ça s'est suivi un temps de dépression, malgré tout, parce que ça fait très très mal. Après, au bout de 6 ou 7 mois, j'ai reçu cette carte d'anniversaire où on me disait qu'on aurait aimé que je sois jamais né. C'est terrible pour un anniversaire. Et puis après, j'ai vraiment choisi d'être heureux et de regarder devant moi et pas derrière. Et j'ai avancé comme ça et je m'éclate. Aujourd'hui, vous êtes heureux? Ah, la vie est belle. La vie est belle et à presque 50 ans, je me sens beaucoup plus jeune que je ne pouvais l'être à cette période-là. Je vous la souhaite belle, longue et douce. Ouais. Et bien que Frédéric n'hésite pas à m'appeler s'il a envie. Écoutez, ne raccrochez pas. Alors Pascal, merci beaucoup d'avoir pris la peine d'appeler. Ne raccrochez pas parce qu'à ce moment-là, Justin va voir peut-être à quel numéro on peut transmettre à Frédéric hors antenne. Oui, merci beaucoup. Il y a Eridan qui dit: quelle élégance d'esprit vous avez. Vraiment. Je vous remercie pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et moi aussi. Merci Pascal. Merci, bonne fin de soirée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Benjamin Violet, pas la forme. Mais il faudrait qu'il m'appelle un soir. On pourra en parler, Benjamin. Allez, un petit message au 7 39 21. Quelqu'un qui me dit: le témoignage de Frédéric m'a profondément touchée. Ses parents sont dépourvus d'humanité. Heureusement, Frédéric a beaucoup de... Je sais pas la suite, c'est limité à 160 caractères. Alors, il faut que j'invente de... ressources, je dirais, vraiment, beaucoup de ressources. Il y a Ludivine qui dit: c'est terrible ce soir d'entendre ces douloureux témoignages causés par des parents, qui mériteraient aujourd'hui qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait pour peut-être qu'ils souffrent à leur tour. C'est impensable, dit Ludivine. Et puis... Il y a Liane qui dit: je suis d'accord avec Michel, dont on a parlé. Oui, certainement, il y a beaucoup de grandes souffrances pour cet homme, mais condamner de la sorte sa famille. Oui, je comprends, il y a certaines personnes pour qui on n'a pas le droit de condamner ses parents. Mais en même temps, vous vous rendez compte, Michel qui vient d'apprendre il y a 1 semaine, comme ça, au téléphone, de la bouche de son parrain, que ses parents ont dit à tout son entourage qu'il était mort. Et c'est pas symbolique. Réellement, il y a eu un avis de décès. Il est mort pour ses parents. Tout l'entourage croit qu'il est mort. C'est quand même effrayant de violence. Est-ce qu'il y a des mots pour ça?
Donc, il faut quand même avoir là de l'empathie aussi pour ce que peut ressentir Michel, je crois. Vous voyez, on atteint quand même un stade fou. Je crois que c'est le mot même. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, moi c'est pas pour réagir, enfin je vais réagir un petit peu, bon c'est pas mes parents, mais enfin c'est pas pour ça que j'appelais. Moi c'est ma fille qui m'a complètement abandonné. Alors vous voyez, comme quoi il y a des fois il y a des parents, mais moi c'est ma fille qui m'a complètement, elle a ignoré qu'elle avait un père. Voilà, mais enfin moi j'appelle pas pour ça. Hein. Moi j'appelais simplement parce que je suis vraiment un peu perdu. Oui. J'ai rencontré une personne en 2008 qui avait 43 ans, moi j'en ai 63, hein, on a 20 ans d'écart. Une personne adorable, hein, et puis on a vécu une vie, on vivait jusqu'à, disons, 1 mois, une vie merveilleuse, hein, vraiment agréable. Elle a une petite fille que j'ai pratiquement élevée qui a bientôt 5 ans maintenant. Hein. Je me suis occupé d'elle, et c'est une femme qui était en plein désarroi quand je l'ai connue. Mais malgré tout, on s'est connus dans une bibliothèque, elle était quand même très cultivée, moi réciproquement. Hein. Et là, elle a eu l'idée de changer de vie, et elle a déménagé dans le sud. Voilà. On habitait dans le 80, elle habite dans le 89, je peux dire le département, et elle est partie dans le 66. Hein. Voilà. Alors au départ, c'est une femme qui a été très malheureuse, elle a eu un premier compagnon avec qui elle a eu un garçon. Son garçon est parti avec son père. Elle s'est retrouvée, pour une maman, c'est très dur de perdre son enfant, oui, par le fait. Après, elle en a connu un autre avec qui ils ont voulu un enfant. Elle a eu cette petite fille, et puis à 3 mois, son mari l'a laissé tomber, il s'est mis à boire. Et entre fait, moi je l'ai connue, et on vivait jusque-là, c'est une femme adorable. Bon, moi je suis tombé malade, j'ai appris que j'avais un cancer en septembre 2009, hein, ça a fait un choc aussi, oui, mais elle m'a toujours très bien soutenu. J'ai fini d'être soigné en mai 2010 à Gustave Roussy. Oui. Très bien occupé de moi. Oui. Jean Charmant en plus. Vous allez mieux. Pardon ? Vous allez mieux là. Là je vais mieux, mais le problème, c'est ce qui va pas mieux, c'est qu'elle m'a pris en main au mois de novembre 2010 parce que j'avais des problèmes d'œil par le fait. Oui. Et j'ai fait un AVC dans l'œil gauche. Ah, je suis traité actuellement à la Riboisière, donc je vais repartir le 4 là. Oui. Je suis hospitalisé encore pour la 4e fois, par exemple. Oui. Et donc, pour la petite histoire, c'est que cette personne, eh bien, elle a changé le 24 janvier 2011, elle a déménagé, elle est partie dans le 66. Oui. En me disant, tu viens me rejoindre. J'ai dit, il n'y a aucun problème, c'est fait comme jamais saut d'humeur, jamais rien, impeccable. À tel point qu'elle m'a fait la surprise quand je suis rentré pour les vacances de Pâques. Elle était puisqu'elle a toujours été de mon appartement dans Lyon. Hein. Elle est rentrée, elle était là avec la gamine. Elle m'a fait la surprise de venir passer 15 jours vers moi. Donc c'était super sympa. Oui. Et puis, puis comme là je suis hospitalisé, et je m'en remets pas, quoi, puisque je suis contrarié et je fais des AVC sans arrêt. Et je peux pas aller la rejoindre. Alors à désespoir, elle m'a dit, écoute, puisque tu viens pas me rejoindre, je vais arrêter notre relation. Et je sais plus quoi faire. Si je dois aller la retrouver, si je dois reprendre un appartement là-bas. Vous avez besoin d'être soigné en même temps. Si vous faites des AVC, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous êtes exactement, Caroline, c'est bien ça, parce que je peux même pas prendre le TGV puisque je peux plus conduire actuellement. Donc oui, non, c'est pas prudent, c'est pas prudent. Vous pouvez pas. Voilà. Non, il faut pas se déplacer. Tout à fait. Et puis je peux même pas prendre le TGV. Mais elle le sait que vous êtes hospitalisé. Que elle le sait puisque j'y envoie tous les doubles à chaque fois. Oui. J'envoie tout, elle est au courant de tout, mes analyses, tout est suivi. Malgré tout, au téléphone, malgré tout. On va continuer à en parler après les infos, hein, d'accord ? Vous ne raccrochez pas, Jean-Jacques. Oui, il n'y a pas de problème. À tout de suite. Pas de problème. Allez, nous allons retrouver Jean-Jacques. J'ai un petit message de Sergio qui me dit, pour info, Caroline, 89 c'est Lyon, Auxerre, 66 c'est les Pyrénées-Orientales, Perpignan. Merci Sergio. Il sait que je suis nulle en géographie, donc ça permet de situer. Voilà. Et nul avec les chiffres. Alors, vous voyez les deux. Je peux vous dire la ville, moi je suis à Sens, elle à la Ne dites pas trop, c'est pas la peine de donner de précision. Alors, est-ce qu'elle sait, cette jeune femme, que vous ne... Parce qu'elle peut s'inquiéter
en se disant il ne veut pas s'engager avec moi. Est-ce que elle sait que vous avez du fait de vos AVC à l'œil, vous devez avoir un suivi régulier. Oui. Elle le sait tout ça puisque j'y envoie les comptes rendus à chaque fois. Bah oui, alors là, ça va même très loin parce que, enfin, là, quand même, soit elle vous fait confiance, enfin, vous n'avez pas à être dans des questions. Elle a quand même eu, avec les 2 compagnons précédents, elle a eu 20 ans de galère, hein, en gros. C'est une femme qui... Oui, j'ai bien compris, mais c'est ça, on peut penser, c'est pour ça que je vous posais la question, elle peut avoir peur que vous fassiez comme les précédents, c'est-à-dire que vous partiez, que vous ne vous investissiez pas, que vous l'abandonniez, hein, pour faire un petit peu non, vite. Justement, c'était pas le Non, cas, j'ai bien compris que c'est pas votre mon démarche. truc. Et puis en plus de ça, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, je fais énormément de poèmes, elle a au moins entre 2 et 3 poèmes par semaine, même encore maintenant. Sexuellement, je vais vous dire, ça allait super bien, elle n'a jamais connu tout ça. Donc, et c'est elle qui m'a pris en main. C'est ce qu'elle vous dit. Pardon ? C'est ce qu'elle vous dit, c'est ça ? Ah oui, c'est ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, je suis vraiment heureux avec toi. Et pour faire la surprise, vous savez, venir de Perpignan pour venir passer 15 jours sans faire la surprise, il faut vraiment qu'on soit quand même bien Oui, oui. Hein ? Et pourquoi alors là, elle vous dit qu'elle veut éventuellement arrêter ? Elle a compté que je descende avec elle le mois de mai, que je reparte avec elle. Puis malheureusement, j'ai fait voir tout ce que j'avais encore à faire. Et du reste, j'ai encore passé des examens là et il y a encore un compte rendu. Il faut que je me fasse opérer aussi d'une jambe après. Mais ça, c'est les yeux qui priment pour l'instant. Donc, je voulais finir de me soigner avant de descendre. Alors maintenant, moi, la question, elle est si j'ai des appartements en vue là-bas à Perpignan parce que je voudrais pas quand même quitter le mien d'ici. Hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais j'aurais voulu reprendre à la limite un appartement là-bas parce que à première vue, comme elle est partie là-haut sans travail, elle n'a pas de travail, elle a au RSA, alors vous voyez ce que ça peut donner. Moi, le souci que ça me donne pour la petite, là-haut, comment elle va faire ? C'est pour ça que je suis complètement contrarié, c'est pour ça que je fais AVC sur AVC, parce que la contrariété, ça me fait des... Oui, mais alors ça, attention, hein, parce que, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous devriez au contraire avoir une vie la plus calme possible, la plus tranquille possible. Et l'hypertension, là, c'est pas bon avec votre état de santé. Hein. Voilà, je suis monté à 22,9. Oh là là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je retourne encore hospitalisé. Je pars. Alors, c'est une personne, on est né à 40 km l'un de l'autre. Hein. Oui, mais Jean-Jacques, là, il faut quand même que vous soyez clair avec elle en disant, bon, alors, moi, j'ai besoin de me soigner. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi maintenant tu es en train de me dire on arrête l'histoire ? Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait une espèce de chantage. Hein. Parce que je manque de trop. Oui, enfin, écoutez, c'est quand même une grande fille aussi. Pardon, Caroline. C'est quand même une grande fille, hein. Bien sûr, mais faut dire que je l'ai aidé financièrement, j'ai payé le déménagement. Oui, mais justement, attention à ça, Jean-Jacques. Pardonnez-moi vous voyez, il faudrait pas non plus que vous lui manquiez. Enfin, il faut pas non plus. Vous me dites, elle est au RSA. Oui, non, mais attention, il faudrait pas qu'il y ait un petit problème, que vous soyez aussi là pour pallier tous les manques, qu'elle ne se prenne plus du tout en charge, parce qu'elle se repose sur vous. Voilà, c'est ce que j'ai un peu pensé aussi. Qu'elle s'installe pas dans une dépendance et affective et matérielle et que vous veniez tout combler. Hein. Mais c'est vrai que c'est énorme. Elle m'a pris en main pour me soigner. J'avoue que j'y dois une fière chandelle pour ça. Bon. Je suis très reconnaissant. Elle a été, mais vraiment. Elle a été très présente pour vous, très bien. Mais c'est pas aussi du coup en récompense. Je vais être là maintenant parce que après tout, vous voulez quitter la région. Bon, très bien. Mais du coup, à mon avis, si on est un petit peu cynique, elle va pas vous quitter comme ça. Je sais pas. Non, puisque vous dites qu'elle n'a pas grand-chose pour vivre, cette dame. Bien non, elle n'a pas grand-chose. Justement, elle est partie là-haut. Donc vous devriez un petit peu moins vous inquiéter, parce que la priorité, c'est quand même votre santé. C'est ça, c'est comme je le dis. Donc pour le moment, l'apaiser en disant, je fais tout ce qui est, je me soigne, tout à fait. Et dès que je vais aller mieux, le projet que nous avions ensemble est toujours d'actualité. Voilà, mais vous savez, j'ai des logements, là, plein d'agences immobilières, j'ai plein de contacts pour des logements sur Perpignan, parce que comme
elle voudrait pas que je sois trop vers elle parce que, étant donné qu'elle perd des droits s'il y a quelqu'un chez elle, vous voyez, bon, ça je le comprends très bien, hein. Aussi, hein, je suis pas. Oui, mais enfin, autant à un moment elle a fait preuve de beaucoup d'attention, autant là, pas trop cette fois-ci. Pas trop, justement, c'est bien pour ça. C'est là que ça Là, elle est dans des histoires de logement. Après tout, rien ne l'obligeait à partir dans une région où elle connaissait personne, où elle se mettait dans une situation un peu difficile. Donc vous n'avez pas aussi à prendre tout ça. La priorité, c'est quand même votre santé, parce qu'attention, votre vue, c'est quand même précieux. Je suis d'accord donc avec vous restez assez ferme. Vous dites, moi, je dois me soigner. C'est ça. C'est important pour moi. Notre projet est toujours d'actualité. Et qu'elle vous sente quand même un petit peu ferme. Hein, vous la rassurez en disant que ça reste d'actualité, mais que là, vous devez vous soigner. D'accord ? C'est pour ce que je lui dis. Je crois quand même. Là, on va devoir se quitter, Jean-Jacques, parce que il faut qu'on. Non, ça, je suis d'accord avec vous. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche et de soleil, même si l'été approche. Voilà, parce que. Mais soignez-vous bien, Jean-Jacques, en tout cas. Merci, Caroline. Donc, c'est pas la peine que je descende pour l'instant. Hein. La priorité pas. Il faut pas trop de transport et tout avec un AVC à l'œil. Hein. Enfin, demandez à vos médecins, mais ça me paraît pas indiqué. Il faut qu'on se quitte parce qu'il va y avoir taratata. D'accord, merci. Prenez soin de vous. Caroline, au revoir, Jean-Jacques. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Voilà, et avant qu'on se quitte, il y a plein de messages qui arrivent pour Justin, il y a Sergio qui dit bon courage pour ta nouvelle vie, Justin, le lutin, et je te souhaite de devenir un grand journaliste, pense à nous parfois. Coco qui dit très bonne route, merci pour votre gentillesse que j'ai pu constater, le meilleur pour vous. Violaine, une jolie carrière de journaliste à vous, Justin. Et puis, moi, je voulais dire à Justin tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec lui, le remercier pour ses qualités d'écoute, d'empathie, pour l'accueil très chaleureux qu'il vous a réservé au Standard, et vraiment lui souhaiter le meilleur pour son avenir, tant personnel que professionnel. Voilà. Tu vas nous manquer, Justin. Allez, on va se quitter, ça va être l'heure de Taratata. Maintenant, sur Europe 1, nous, on va se retrouver dès lundi, même heure, même endroit. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, un très bon week-end.